Amigos, bienvenidos a esta otra ponencia del 10º Simposio Internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas, llamado Utopías en Marcha, Centro Mundial de Estudios Humanistas, es quien ha convocado a 4 jornadas muy intensas con más de 120 ponencias y actividades varias. Hemos tenido una enorme participación y repercusión tanto aquí mismo en Zoom como en las redes. Así que los organizadores y todos quienes quieren que salga esto muy bien están muy contentos y agradecidos por tanto apoyo y tanto ánimo y tanta participación. En este momento vamos a proceder con la última ponencia y cerrando la jornada. Nos va a hablar desde Inglaterra Antonio Carvalho con su ponencia Nuestra Utopía en Marcha, el proyecto humanizador. Lo va a presentar la doctora Araníbar desde Mendoza. Adelante. Antonio Carvalho, long-term organizer of the current of thought known as Universalist Humanism. Born in Santiago, Chile, read law from 1968 to 64 to 68, when he joined the nascent movement founded by Silo in Argentina in 1969. Helped building the base of this current of thought in Chile, Peru, and Venezuela. Lived in Colombo from 1979 to 1984 as organizer of the Community for Human Development. Thereafter, he continued the work with groups in Sydney before moving to London, UK, where he has resided since. Secretary General of the Humanist International during the decade of the 90s, supported the formation of this current in Russia in the post-perestroika period in close partnership with the Russian Academy of Science. Presently, Antonio collaborates with Presenza International News Agency, the Third World March for Peace and Nonviolence, and the World Forum of Universalist Humanism. Father of 4 children, resides in London, United Kingdom. Welcome, Antonio. Thank you very much, Julieta, for your presentation. And dear friends of the Chers Center amis for du Human Centre Studies of d'études the humanistes Americas, des Amériques CEHA, et du Centre and mondial d'études WCHS, humanistes, World Center pour for m'avoir Human invité Studies, à for inviting participer à me ce to 10e contribute to this symposium 10th international International Symposium, Utopie en mouvement, chemin vers la Utopia nation humaine en Marcha, universelle, Utopias in parrainé Motion, par l'Université Path to nationale a de Cuyo Universal Human et la Nation, Faculté des sciences sponsored exactes by the et National naturelles, University of Cuyo, FCEN, et Uncuyo, aux membres du and the comité Faculty of Exact organisateur and Natural Daniel Sciences, César ESN, Robaldo, Nadia and to the Magali members of Robaldo the et organizing du comité committee, Daniel scientifique César Dr Robaldo, Jacobo Allume, Nadia Magali Robaldo, Carlos and the science Guajardo committee, et Luna Dr. Jacobo Hinojosa. Alume, engineer Carlos Guajardo, and Dr. Il y a Richard 56 Ingo. ans, le 4 mai 69, en ce même lieu, l'utopie de la nation humaine universelle a été lancée par Mario Luis Rodriguez Cobos, The Silo, beginning, fondateur de 56 l'humanisme years ago, universaliste, on the avec un 4th of discours May connu sous le nom de 1969, la guérison de in la this same souffrance. place, the Cette Utopia expérience a of the inspiré ma vie Universal et Human celle de Nation was centaines set d'autres in motion personnes qui by ont eu le Mario Luis privilège Rodriguez d'être Cobos présentes à Silo, l'époque et founder qui ont of Universalist Humanism, consacré leur vie with à a la speech diffusion de known as ces the idées Healing dans le monde Summit, entier. which you can find C'est in ainsi qu'est née l'utopie d'humaniser la Terre www.universal.net. pour en faire une nation That humaine spirit universelle. inspired my life and that of hundreds of Nous others savons who had qu'une the utopie privilege of cesse being d'être present then and telle have lorsqu'elle dedicated se their lives to the matérialise. dissemination Mais of peace avant de and se healing across the world. matérialiser dans le monde There physique, and dans le then, monde the social, utopia of une humanizing the utopie earth, doit se universal human matérialiser dans nos nation was born. pensées, dans nos We all know our sentiments utopias et dans have nos been such actions. when it Puis peu à peu, materializes. elle commence à But devenir before contagieuse, materializing in the physical à se world, communiquer in the aux social autres. world, a utopia Une must petite materialize molécule in our naît, thoughts, puis beaucoup d'autres, in et our le feelings, and tissu in our social actions. commence à se Then développer. gradually it starts to become Lorsqu'il contagious, atteint une to certaine masse, communicate to others. l'ensemble Then a du corps small molecule social, is ses born, organes et and ses many others expressions
change en quelque sorte en suivant les modèles de création à tous les niveaux. Dans le système de pensée de l'humanisme universaliste, il est entendu que rien n'existe de manière isolée dans l'univers, mais en relation dynamique avec d'autres êtres dans des ambiances conditionnées. Tout est en mouvement perpétuel, en transformation continue. L'univers est toujours en cours de création après le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. La vie est une énergie. L'énergie n'est jamais immobile, mais en perpétuelle transformation. Chacun de nous est un conglomérat d'énergie avec différents niveaux de vibration. L'énergie ne disparaît jamais, elle se transforme. La vie est en évolution permanente. Notre monde actuel et nous-mêmes, en tant qu'individus, sommes également en changement permanent et nous pouvons orienter ce changement dans un sens progressif et évolutif. Silo n'a pas enseigné les lois universelles à la montagne, mais certaines de ses idées ont circulé à l'époque dans de petits écrits parmi les premiers groupes d'adeptes en Argentine et au Chili, enflammant l'énergie de la foi, la joie de vivre et l'action infatigable. Silo a parlé en montagne de l'expérience existentielle de la souffrance humaine. Une classe de maîtres sur l'origine de la souffrance dans l'esprit humain et son expression sous forme de violence dans son comportement personnel et social. Il n'a pas seulement décrit ce solipsisme, mais aussi la manière d'y échapper en surmontant la souffrance en nous-mêmes et dans la société qui nous entoure. Il a expliqué que cela peut se faire simultanément en nous-mêmes et en aidant les autres à faire de même, en partageant l'expérience de l'espoir, de la joie et de la possibilité de transformation. Depuis lors, nous avons intentionnellement apporté ces enseignements dans le monde entier et dans les années qui ont suivi, nous avons commencé à voir des graines germer dans le cœur et l'esprit de milliers de personnes dans toutes les régions du monde. Silo a continué à enseigner et à écrire sans relâche jusqu'à ce qu'il quitte cette vie en 2010. Il a créé un corps de doctrine traduit aujourd'hui dans de nombreuses langues et qui s'étend chaque jour davantage à la portée d'un plus grand nombre de personnes. En bref, il s'agit d'une philosophie de vie basée sur notre propre expérience humaine qui ouvre la voie de la transformation de soi en élargissant notre niveau de conscience à une compréhension et à une action plus élevée. Notre niveau de comportement à l'égard de la non-violence, de la compassion et de la solidarité envers les autres êtres humains est résumé dans la règle d'or qui consiste à traiter les autres comme nous aimerions être traités. Cette doctrine nous permet de faire face au fait que la civilisation occidentale est en crise profonde en raison de sa position centrale et du fait qu'elle a été la plus puissante au cours des derniers siècles, son influence s'étendant à toutes les régions. Elle étend aujourd'hui sa crise au reste du monde, son influence s'étendant à toutes les régions. Elle pousse aujourd'hui sa crise dans le reste du monde, dans un monde fortement interconnecté et interdépendants. Nous sommes tous touchés par cette crise. Ces prétendues valeurs sont devenues obsolètes. Ces contradictions deviennent évidentes pour tous. Le culte de la violence, du pouvoir et de l'argent concentré dans les mains de quelques-uns, tout en prêchant l'égalité et la démocratie, a atteint un point d'épuisement. Leurs institutions politiques et financières sont usées et n'ont aucune chance de se renouveler. Les antivaleurs sont omniprésentes, les guerres se multiplient artificiellement sans intention de les résoudre.
C'est manifestement la fin d'une époque et le monde doit passer de manière décisive à un autre paradigme civilisationnel. Selon nous, l'humanisme universaliste, une force humanisante. Silo le formule comme humaniser la Terre en allant vers une nation humaine universelle, répartie dans le monde entier et partageant talents, ressources, connaissances, non-violence, culture, race, sentiment de solidarité, de foi et de compassion. L'utopie n'est pas dans la formulation, car c'est l'essence même de l'humain. L'utopie réside dans l'inertie et les déficiences de fonctionnement du psychisme humain, sa difficulté croissante à s'adapter à de nouvelles conditions. L'obstacle n'est pas la nature, car ses ressources sont abondantes et nous disposons d'une technologie qui progresse à un rythme exponentiel. Si nous voulons la protéger, la régénérer et la rendre encore plus productive, l'obstacle réside dans la résistance aux changements imposés par nos habitudes de vie, la cupidité et l'indifférence des gouvernements et des entreprises. Les communications ne sont pas non plus un obstacle, puisque nous disposons des meilleurs de l'histoire de l'humanité, qui atteignent tous les coins du monde en un temps réel. Dans l'être humain, ses comportements archaïques, ses habitudes et sa résistance au changement, dans une vie piégée par une structure inexorable de contradictions, de peur, de souffrance et de violence qui se perpétue en contaminant le monde qui l'entoure. Le problème est de savoir comment briser cette chaîne de déterminisme qui affecte le présent et, évidemment, l'avenir. Je voudrais citer Silo dans sa conférence « L'humanisme et la crise de la civilisation » à l'Académie des sciences de Moscou le 18 juin 1992. Comme vous le savez, nous parlons de la situation de crise vitale dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui et par conséquent d'un moment de rupture dans les croyances et les hypothèses culturelles qui nous ont formés. Pour caractériser la crise de ce point de vue, nous pourrions nous intéresser à 4 phénomènes qui nous touchent directement. Sous l'impulsion de la révolution technologique, le monde évolue rapidement, provoquant des changements qui heurtent les structures établies et les habitudes de vie des sociétés, des individus. Le décalage entre la rapidité de l'accélération technologique et la relative lenteur de l'adaptation sociale au changement génère des crises progressives dans tous les domaines, et il n'y a aucune raison de penser que ce processus s'arrêtera, bien au contraire, il aura tendance à s'amplifier. L'imprévisible des événements nous empêche de prévoir les directions que prendront ces événements, les personnes qui nous entourent et en particulier notre propre vie. Ce n'est toutefois pas le changement lui-même qui nous préoccupe, mais plutôt l'imprévisibilité croissante de ce changement. Beaucoup de choses que nous pensions et croyions autrefois ne sont plus utiles, mais les solutions ne sont pas non plus en vue, qu'elles viennent de la société, des institutions ou des individus qui souffrent tous de ces mêmes difficultés. Et si nous avons besoin de repères et de références, nos références traditionnelles se révèlent obsolètes et asphyxiantes. Cela a été exprimé il y a 33 ans. Aujourd'hui, la science se recrée et s'autonomise à un rythme rapide. Maintenant, avec l'IA qui accélère ses progrès qualitatifs et quantitatifs, la technologie et les sciences naturelles, physique, chimie et mathématiques commencent à avoir un impact presque indépendant sur le processus d'évolution humaine et la science en général. Les hypothèses
hypothèses de la science sont évaluées dès qu'elles sont formulées par les chercheurs et les recommandations, objections et risques sont reformulés automatiquement. L'intégration de masses d'informations qui jusqu'à récemment ne pouvaient être évoluées que sur une longue période de temps. Dans le fonctionnement de sa propre conscience, l'être humain n'a cependant pas la capacité de se détacher rapidement de ses préjugés et de ses peurs. Étant donné l'imposition tacite ou imaginaire de leurs propres cercles académiques, sociaux, familiaux, de groupes et autres affiliations qui leur donnent une identité, une stabilité, un sentiment d'appartenance, une individualité, en d'autres termes, de leur propre paysage mental, de leur propre passé. Ce paysage mental défini comme paysage de formation dans les travaux de psychologie de Silo, c'est à travers ce paysage mental invisible que chaque nouvelle perception est filtrée, modifiée par le prisme de notre mémoire, phénomène intrigant mais fascinant. La répétition constante des habitudes mentales qui nous empêchent de voir la nouveauté comme une nouveauté et donc de nous adapter. L'individualisme de culte de l'individu séparé de l'ensemble social de l'équipe de travail, de sa faculté au sens large, l'individualisme associé à la réussite, le manque de solidarité envers les autres, la compétition acharnée pour le succès et l'argent, la prévalence sur le groupe est devenue une maladie mentale de la civilisation occidentale. C'est une société de rivaux depuis l'enseignement élémentaire, l'école primaire et l'université. L'autre est un ennemi potentiel qui tôt ou tard se battra contre vous pour obtenir votre position, votre pouvoir, votre argent. Ces antivaleurs sont éduquées dans la famille et dès les premières années d'école formelle. L'enseignement privé est un privilège en raison de son coût prohibitif pour la plupart des familles. Ensuite, à partir de ces bastions du privilège et de l'exceptionnalisme, il développe les idéologies qui conditionnent la mentalité des enfants en tant que paysage de formation. L'ordre typique des oligarchies, l'élitisme, contrôle les démocraties libérales sans exception. Cet individualisme nous conduit à craindre l'autre, à essayer de le neutraliser, de l'affaiblir, de le rendre dépendant de votre pouvoir et de votre domination, et finalement de le vaincre. Ainsi, dans les affaires, dans le sport, dans le couple, dans les relations familiales ou sociales, au travail, dans les sciences et la technologie, et bien sûr et absolument dans le pouvoir et l'influence sur l'argent et l'État-nation, bien sûr également au niveau géopolitique, dans les relations entre les États. Les inerties comportementales représentent un obstacle et une perte de capacité d'adaptation, de construction, de synergie, surtout au niveau des États-nations. Toujours en lutte, toujours en train de se regarder avec méfiance et donc avec crainte. Cela détourne l'attention, l'énergie et les ressources des grands problèmes communs de notre époque, l'environnement, la violence, la pauvreté, l'insécurité, les droits de l'homme et le bien-être de tous. Nous devons produire un changement mental, un changement dans la culture psychologique vers une culture de paix, de solidarité, d'équité, le bien-être de tous et non de quelques-uns. La philosophie de Silo, l'humanisme universaliste, rend à chacun d'entre nous la responsabilité du changement en tant qu'individu et en influençant la société qui nous entoure. Pas les gouvernements, les entreprises, les armées ou les forces surnaturelles.
C'est là que naît notre utopie, avec un message simple, profond et universel. La responsabilité revient à l'individu au sens profond du terme, une autre façon d'être au monde, la vie consciente, le défi de l'éveil, le niveau mental et la conscience de soi, vaincre la violence en soi et dans la société qui nous entoure. Traite les autres comme tu veux être traité. La théorie de l'action, de travail, avec notre force intérieure et le développement de l'attention, la réconciliation avec nous-mêmes et avec les autres sont quelques-uns des travaux de développement et d'amélioration de soi proposés par Silo. Une abondante littérature sur la doctrine de Silo est disponible gratuitement et en plusieurs langues sur le site. SCO, Shanghai Cooperation Organization, partnerships in South and Central America, CELAC, in Africa, the African Union, in the Middle East and Central Asia. Le secret le plus caché est que l'énergie humaine fait bouger le monde comme tout organisme. Celui qui n'a pas d'énergie meurt. Le meilleur capital disponible est l'être humain, conscient, intelligent, créatif et travailleur. Il n'y a rien qui ne soit pas créé ou utilisé par les êtres humains. Lorsque les populations sont éduquées et que leurs besoins fondamentaux sont satisfaits, elles créent à leur tour la richesse des États en tant que producteurs et consommateurs dans un cycle vertueux de développement, le mythe du capital comme seul ou principal facteur conditionnant la croissance économique est un grand mensonge. C'est l'être humain, avec son talent, son travail et son intentionnalité, qui crée, transforme et développe le monde naturel. Lorsque la République de Chine a été créée en 1948 sous la direction politique du Parti communiste, elle ne possédait pas de capital, mais l'effort de travail de son propre peuple, une culture millénaire, disciplinée et laborieuse, dotée d'un sens de soutien social. Aucun État occidental n'a soutenu la Chine en lui apportant des capitaux, des crédits ou des technologies. La Chine a construit ses premiers barrages pour produire de l'électricité à la main. Aujourd'hui, elle est la première économie du monde à disposer des technologies les plus avancées. Comment les adeptes du capital financier, de la banque et de l'argent expliquent-ils cela? Eh bien, ils préfèrent ne pas le faire parce que cela les amènerait à abjurer leurs croyances et à reconnaître les caractères fallacieux de leur idéologie. Lorsque le système d'antivaleurs de l'Occident sera épuisé par le simple abandon du soutien des peuples, il sera laissé de côté et la recherche de nouveaux principes et de nouvelles valeurs deviendra une priorité. Ce moment semble se rapprocher chaque jour davantage d'indicateurs dans cette direction. La place centrale de l'être humain, de ses droits fondamentaux et de ses besoins doit être prise en compte. La reconnaissance de la violence et la nécessité de la vaincre, identifier ses racines et les transformer, s'éveiller à un véritable sens de la vie, c'est urgent. Le thème de la liberté humaine, il n'est pas proposé ni compris. Il n'est pas non plus une priorité pour la culture d'aujourd'hui. La violence est l'expression de l'absence de liberté et de la contradiction avec laquelle elle est vécue au plus profond de chacun d'entre nous. La possibilité réelle de la modifier et la transformation de l'être humain. À cette fin, nous avons élargi et approfondi le Forum mondial de l'humanisme universaliste, fondé à Moscou en 1993, à l'initiative conjointe de l'Académie des sciences de Russie et de l'Internationale humaniste. Après l'abandon de la domination du Parti communiste de l'URSS et la création d'une association d'États indépendants, Mikhail Gorbatchev et la perestroïka sont devenus le point névralgique du monde. Nous, les humanistes, sommes allés là-bas pour étudier le processus, nous familiariser avec le phénomène de la perestroïka et peut-être, pourquoi pas, partager les principes et les valeurs de l'humanisme universaliste.
Une relation fructueuse s'est ensuite développée. Des membres de l'Académie des sciences ont fondé le Club humaniste de Moscou. Proposition d'organiser un forum humaniste à Moscou en 93. Silo y est invité en tant qu'orateur principal. Plus tard, l'Académie a décerné à Silo un doctorat honoris causa en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la non-violence, à la psychologie et aux sciences humaines. Depuis lors, des forums humanistes ont eu lieu dans de nombreux pays sur tous les continents avec la participation de milliers de personnes. Maintenant que la culture mondiale a atteint un point de crise et que l'humanité semble avoir perdu son or, nous avons ressenti comme une urgence le besoin d'établir le Forum de l'humanisme universaliste comme permanent avec un format principalement virtuel. Le forum, basé sur le travail des tables thématiques, est ouvert à tous, avec pour seule restriction la participation de ceux qui soutiennent la discrimination ou la violence sous quelque forme que ce soit. Pour le reste, il est ouvert à tous. Un secrétariat coordonne les flux d'informations entre les tables thématiques et les calendriers généraux d'activités. De nouvelles tables peuvent être créées en fonction des intérêts des participants qui définissent leurs propres procédures, la fréquence des réunions, des langues utilisées et des sujets d'étude. La première assemblée ouverte a eu lieu le 25 janvier 2025 et la deuxième assemblée ouverte le 5 avril. Ces deux assemblées ont rassemblé des participants de 48 pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Actuellement, 15 tables thématiques sont en activité et couvrent des sujets tels que l'éducation, la santé, la paix, le désarmement, le colonialisme, les droits de l'homme, la violence de genre, l'humanisme dans les différentes cultures, l'écologie sociale et le changement climatique, les révolutions et les phénomènes psychosociaux, le revenu de base universel et l'économie, les sports et les arts pour la paix et la non-violence, les déplacements de populations liés aux guerres et aux conflits armés, les propositions pour un changement de système global, la paix dans l'histoire et l'histoire de la paix. Nous pensons que le Forum humaniste peut devenir un contributeur actif au changement de mentalité qu'exige le monde complexe d'aujourd'hui. Les gens ordinaires doivent avoir leur mot à dire et devenir capables d'étudier activement les problèmes fondamentaux de notre époque et d'en tirer des conclusions constructives. Violence is an expression of the lack of freedom and the contradiction within which it is experienced at a deep level in each one of us. Is the expression of the lack of freedom. The real possibility of modifying it and the transformation of the human being. To that aim, we have expanded and deepened the World Forum of Universalist Humanism. Une relation fructueuse s'est ensuite développée. Des membres de l'Académie des sciences ont fondé le Club humaniste de Moscou. Cette proposition d'organiser un forum humaniste à Moscou en 1993, Silo y est invité en tant qu'orateur principal. Plus tard, l'Académie a décerné à Silo un doctorat honoris causa en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la non-violence, à la psychologie et aux sciences humaines. Depuis lors, des forums humanistes ont eu lieu dans de nombreux pays, sur tous les continents, avec la participation de milliers de personnes. Le forum basé sur le travail des tables thématiques est ouvert à tous, avec pour seule restriction la participation de ceux qui soutiennent la discrimination ou la violence sous quelque forme que ce soit. Pour le reste, il est ouvert à tous.
Un secrétariat coordonne les flux d'informations entre les tables thématiques et les calendriers généraux d'activités. De nouvelles tables peuvent être créées en fonction de l'intérêt des participants qui définissent leurs propres procédures, la fréquence des réunions, des langues utilisées et des sujets d'étude. La première assemblée ouverte a eu lieu le 25 janvier 2025 et la deuxième assemblée ouverte le 5 avril. Ces deux assemblées ont rassemblé des participants de 48 pays d'Amérique, d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Actuellement, 15 tables thématiques sont en activité et couvrent des sujets tels que l'éducation, la santé, la paix et le désarmement, le colonialisme, les droits de l'homme, la violence, le genre, l'humanisme dans les différentes cultures, l'écologie sociale et le changement climatique, les révolutions et les phénomènes psychosociaux, le revenu de base universel et l'économie, les sports et les arts pour la paix et la non-violence, les déplacements de populations liés aux guerres et aux conflits armés, les propositions pour un changement de système global, la paix dans l'histoire et l'histoire de la paix. Nous pensons que le Forum humaniste peut devenir un contributeur actif au changement de mentalité qu'exige le monde complexe d'aujourd'hui. Les gens ordinaires doivent avoir leur mot à dire et devenir capables d'étudier activement les problèmes fondamentaux de notre époque et d'en tirer des conclusions constructives. And become able to actively study and achieve constructive conclusions in regard to the fundamental problems of our time. Sensibiliser le public en s'appuyant sur l'expérience et les points de vue citoyens ordinaires, partager les points de vue et les approches et apprendre les uns des autres. Cette approche éducative ascendante et gratuite pour tous peut avoir des effets importants et transformateurs pour la compréhension en profondeur de ce monde et de cette culture où nous, les êtres humains, devons être la valeur et la préoccupation centrale. C'est ainsi que nous jetterons des bases d'une nouvelle civilisation, la nation humaine universelle. Un grand merci à tous. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Thank you, Antonio. Excelente, Antonio, muy bueno. Excelente. Bien, ¿y ahora cómo hacemos con si hay preguntas, si hay respuestas? Ahí Fulvio De Vita levantó la mano, la bajó. Gracias, Antonio. Bien, los intérpretes pueden intercambiar idioma hablando hacia el inglés. Bueno, Antonio entiende inglés, entiende español, digo, así que no hay problema. Pero otros idiomas pueden hablar hacia al canal izquierdo y decirlo en la sala general, si quieren traducir a la inversa. Muy bien. ¿Quién va a ser el primero? Tenemos amigos alrededor del mundo. Nos ha dejado muy pensativos. We are thinking the questions. Antonio, quisiera hacer una pregunta.
Claro. Gracias. Y yo quisiera remontarnos un poco a aquello que empuja todo este proceso histórico. Quisiera, desde tu propia experiencia, tu propia sensibilidad, ¿cómo ves este proceso histórico y la relación entre el sentimiento religioso y la actitud humanista? Gracias. Yo creo que el proceso en muchos sentidos, Juan, puede tener similitudes con procesos, ciclos históricos anteriores, pero el tema es que en esta oportunidad estamos todos tan involucrados, somos todos parte de tal estructura que se va estrechando día a día, porque la velocidad que lleva es que es como si estuviéramos viviendo en el mismo lugar. Mira ahora cómo nos vemos, participamos y nos preocupamos por temas que plantea uno de nosotros desde un lugar distante y así ha sido todo el simposio. Pero esto, Ah, imagínate, si lo decía hace 30 años, esto se va a acelerar y mira cómo se ha acelerado. claro. Y como no está concluido, claro, se están produciendo desplazamientos importantes, reordenaciones, pero mientras tanto se va a acelerar mucho más. Entonces el surgimiento de nuevas crisis es muy próximo. Y sobre la segunda parte de la pregunta, yo creo que el humanismo y la visión de la sociedad, desde nuestro punto de vista, es una mística. Y el corazón de las religiones en la historia ha sido una mística. Pero entonces ahora se empieza a entender que el acceso a la mística en profundidad es un fenómeno humano y se tiene que alcanzar dentro de la conciencia humana, dentro del corazón de cada uno. Y lo que intenta decir esta charla es que precisamente a nosotros nos han colocado en el escenario, porque siempre estamos pensando que son los otros factores los que determinan. Pero la posibilidad esencial del cambio es que uno se haga cargo de su propia libertad en sentido profundo. No si un día se viste de una manera o luego se viste de otra. No, en el sentido de qué está uno dispuesto a hacer, a la violencia. Precisamente a nosotros nos han colocado en el escenario, porque siempre Ups. estamos pensando que son los otros factores. Bien, Antonio, Sí, eh, puedes hacer las respuestas en inglés, así no hay problema. Quienes estamos en español podemos escucharte por la perfecto. traducción. Ujú. Y si preguntan en español, si tienes la gentileza de simplemente 2 líneas de resumir esa pregunta en español, pasándola tú al inglés y sabes lo que estás contestando. Gracias. Ujú. Desde Mendoza están levantando la mano desde Parque Punta de Vacas. Adelante. From Mendoza, en Punta de Vacas. Go ahead. Gracias, Gabriel. Antonio, frente a todas las actividades que se vienen haciendo a nivel mundial, el tema es si tenemos alguna propuesta concreta para presentar en las Naciones Unidas y después en cuanto a la reformulación también, que la que hablamos, ¿te acuerdas? Si tenemos algo concreto o armamos una comisión desde el foro. ¿Cómo lo ve a ese tema? Perhaps the best thing is to organize a commission from the forum. The question is whether we should have a position regarding the reform of United Nations. And we have exchanged, I suppose, even in the different groups of the symposium, matters in relation to that, and in previous occasions as well. I think the forum would be perhaps appropriate format at this stage to organize a commission to propose fundamental ideas regarding desirable reforms to the United Nations. You know that all the states of United Nations, according to what expresses Jeffrey Sachs, the investigator and historian and expert economist of the University of Columbia, is that 98%
8% of the countries of the world, except the United States and excepted some islands of the Pacific, are in support of the resolution of the problems between Palestine and Israel, following the pattern of the agreements, world agreements of 1967. That means if tomorrow United States that veto all the intents to approve that resolution remove the veto, it would be approved automatically by consensus in the United Nations. That means that the war could be stopped in 24 hours. So it's kept there without possibilities of success, with the same sort of characters that had instigated the war in the first place, and against all the principles of international law. So it's one thing is the possibilities that we have. We could draft reforms that have enormous common sense because we all feel what is not working well at that level of United Nations. Yet they are vital and we don't have the capacity to implement. So the organism that belongs to all the nations in the world has been neutralized, muted by the interest of only one group, and the group so empowered in Israel, because it's not the Israeli people, it's the group that is in power and in control of government, that is Netanyahu and his crowd, that they have been 20-something years, they are dictating all the policies in the Middle East. And the Americans, through the same groups of that clique in American Congress, and in other positions of power, make the counterbalance, and they secure the votes, and that's it. They silence the world. So there is something very sickening, and very intentional, and very destructive. And people need to become aware of that. So coming back to your original question, I think in the forum we could discuss these matters, we can document these matters, we can establish contact with those international experts that knows all the facts because they have been accompanying the history of the big conflict and so on and so forth. Macanudo, Antonio, gracias. Hay que armarlo, seguir trabajando y bueno, hay gente que está interesada en participar en este foro, así que si podés poner una referencia en el chat, muy bien quedaría para los que están preguntando. Gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Terminamos aquí, ¿no? Chao. Como ustedes quieran. ¿O no? ¿Hay más preguntas, consultas? Bueno, nosotros hemos terminado. ¿No? Así que lo tenemos que ver, porque la verdad es que puede contar más. Trasladarle una pregunta a Antonio. ¿No? .org. Sí, adelante la pregunta. Si en este 10º simposio sabemos que las utopías en marcha han sido cientos y que se han quedado fuera, yo creo que miles de sentimientos y emociones y ideas en las que el mundo está también promoviendo historia, con lo que tú has visto no solo en el recorrido de la marcha mundial, sino también en los diferentes foros. ¿Qué resaltarías tú que se está dando también como utopía, que necesitamos darles ese reconocimiento? Muchas gracias. Yo creo que cada uno de nosotros tiene ciertas tendencias o ciertas preferencias o ciertas habilidades que son únicas, donde tenemos la mejor potencia para aplicar nuestra energía en, por ejemplo, en radiodifusión, si no me equivoco, un punto fuerte por tu parte, ¿no? Entonces, si nos aplicamos nosotros y formulamos nuestras utopías en consonancia con lo que son nuestras mejores habilidades, eso nos va a permitir el máximo efecto sobre nuestro medio inmediato
y sobre la gente que en medios que no son tan inmediatos vibra en nuestra misma frecuencia y puede escuchar nuestro mensaje con mayor claridad y fuerza. Y de esa manera, si nos vamos sincronizando las actividades, pero no limitando nuestra autonomía organizativa de ninguna manera, sino sabiendo qué están haciendo otros y ir aprovechando mientras vamos navegando en la dirección de nuestra utopía general, que es la humanización del mundo, vamos aplicando todo lo mejor de las formulaciones en campos particulares que nosotros podamos hacer de esa utopía. Yo creo que son muy convergentes. Entonces, Bien. ¿Alguien más? Bien. Entonces, Gabriel, Guido, sí, adelante. Antonio, en el momento actual, las tensiones fundamentales del mundo parecen estar repartidas entre el bloque occidental, formado por Estados Unidos y Europa, y el resto del mundo prácticamente, ¿no? Es decir, probablemente hay un cambio en marcha desde un mundo que pretende seguir siendo unipolar y pretendería, si pudiera, convertirse en un imperio, y otro bloque de naciones muy importantes, por ejemplo, organizado en este momento en torno a los BRICS, ¿no es cierto? Que yo personalmente considero que pueden ser una esperanza para el futuro, pero ¿piensas tú que los humanistas podríamos hacer algún tipo de contribución para que el mundo pase a ser un mundo multipolar? A lo mejor de esa manera podemos avanzar en la dirección que nos interesa, hacia la nación humana universal. yo creo, Daniel, que nuestra contribución ya se empieza a notar. Por ejemplo, yo he escuchado discursos In de English, please. presidentes latinoamericanos más progresivos Okay. y ya todos han hablado de, por ejemplo, el colombiano y nuestra amiga mexicana, se han definido como ni de izquierda ni de derecha, pero humanistas. No han explicado en qué consiste el humanismo, pero tampoco se puede definir una postura doctrinal así en un discurso político. Pero lo que a mí esas manifestaciones me muestran es el nivel de penetración que empiezan a tener nuestros mensajes con todas las cosas que vamos haciendo de una manera u otra en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito cultural, porque van a tener que buscar tarde o temprano, si empiezan a copiar nuestro lenguaje, qué es el humanismo, y van a tener que ir a las referencias nuestras. Y desde el punto de vista doctrinario no hay nada equivalente en esta época histórica ni en épocas anteriores a la definición que ha hecho Silo del humanismo universalista, que es su teoría y su doctrina, y la profundidad que él ha alcanzado en la explicación de los mecanismos que producen sufrimiento en la conciencia humana, porque eso no está definido ni por la psicología oficial ni por nadie. Entonces nosotros tenemos un elemento muy potente en nuestra mano que vamos manejando cada vez mejor porque vamos avanzando en nuestro propio trabajo de transformación individual y que lo tenemos que continuar usando y de manera cada vez más efectiva. Entonces yo creo que se podrían establecer relaciones con gente muy progresiva, te diría con Chomsky, con Jeffrey Sachs, con gente que en este momento, bueno, no Chomsky porque estaba bastante enfermo, pero el tipo de caracteres que Varoufakis, por ejemplo, tiene cosas también progresivas. Mm. Y ellos ya tienen mucha entrada en muchos campos. Y trabajando con ellos con cercanía, por ejemplo, nuestros amigos de Grecia tienen ya un trabajo, María Elena Toca, es parte del movimiento que ha formado Varoufakis y se ha presentado como candidata de ese movimiento en ocasiones y están buscando muchos puntos de acuerdo. Y yo lo he visto a Varoufakis en acción y le falta profundidad. Él no llega de la misma manera que llegamos nosotros. Está hablando de un tecnofeudalismo, de cosas
que son muy novedosas desde el punto de vista de su especialidad científica, como ciencia, si es que consideramos la economía como una ciencia, pero son como elaboraciones de superficie, a mi juicio, no hacen a la esencia de las cosas, ¿no? Entonces, por eso, esos trabajos en cercanía con gente que tiene mayor prominencia o que tiene un montón de cualidades que deberían trabajar en conjunto, y yo creo que así podríamos acelerar. Jeffrey Sachs, por ejemplo. Jeffrey Sachs, por ejemplo, ¿no? Porque Jeffrey Sachs ha acompañado todos estos procesos desde los estados, por ejemplo, que están en guerra y en conflicto, como asesor económico. Y al mismo tiempo conoce el Departamento de Estado por dentro y por fuera, y conoce a los jefes de Estado. Entonces te explica cómo han surgido todos estos conflictos, quiénes son los hechores, en qué fecha exactamente, dónde están los documentos que respaldan lo que él está diciendo. Y entonces, claro, es tan impactante que los que dicen lo opuesto se tienen que callar la boca. Entonces, cuando uno llega a ese punto, quiere decir que se está progresando. Y estamos muy cerca de ese punto. Hay muchos indicadores. Así que volviendo a tu pregunta, yo te diría lo que tenemos que hacer es continuar haciendo lo que estamos haciendo. Indudablemente aprendiendo de nuestra experiencia, lo vamos a ir haciendo cada día mejor. Bien, ¿Estamos bien? bien. Buena respuesta. Esperanzadora. Ahora sí, yo lo siento así, ¿no? Te digo. Muy bien. Entonces, Entonces Yo no creo tenemos... que, yo creo que lo que está planteando Antonio me parece muy interesante, ver el grado de penetración de nuestro mensaje a través de más de 50 años. En el caso México, cómo han ido retomando todo eso que ahora llaman humanismo mexicano, pero que parten muy parcialmente, pues, ¿no? Y se reduce primeramente como a un humanismo cristiano del siglo XVI, porque no tienen más elementos. Pero lo que me llama la atención es que no definen al ser humano, no definen lo que es el humanismo, ¿no? No definen la actitud humanista y todo lo reducen al Renacimiento italiano, sin tomar en Imagínate. cuenta ni siquiera en Occidente el Renacimiento español, que es en el que están más basados ellos, que en el Renacimiento italiano. Pero dejan afuera grandes contribuciones que se pueden ver en el libro de Fernando García, El humanismo en la India, por ejemplo, ¿no? Y esa parte de Asia. Entonces me parece que sí ha penetrado nuestro mensaje. Creo que faltan muchos elementos de nosotros para ir haciendo cuña y para irle Vale. dando soporte, porque en el caso México hay una cantidad enorme de gente que está estudiando el tema del humanismo, pero muy de lado. Y tienen muchos de ellos, el mismo López Obrador, personalmente le entregamos los libros de Obras uno y Obras 2, ¿no? En diferentes momentos, y ya intelectuales de mucho renombre, que son hoy en día la base ideológica del humanismo mexicano, ¿no? Pero que a mi modo de ver han revisado nuestros libros muy por encima, ¿no? Vale. Y creo que tarde o Ahora temprano van a tener que ir buscando más, ¿no? Así que me parece que hay que ser muy, completo, ¿no? muy interesante lo que dice Antonio, ¿no? De cómo hemos ido contribuyendo, pues, ¿no? Bueno, era eso nada más. Es fantástico lo que dice Víctor y es muy reafirmador de nuestras posibilidades, que son muy grandes, ¿no? Claro, como son flojos y están apurados, se quieren improvisar con algo que no es improvisable, Claro, porque si no, reflexionar en profundidad y trabajar en profundidad y entender los conceptos, no van a entender qué es humanismo. Y entonces hay que dejarlos que hagan su proceso también. Se irán poniendo más humildes, se irán redimiendo y la gente va a tener más expectativas. Se va a decir, claro. bueno, ¿y usted qué? ¿Qué va a hacer? Estamos bien, y yo creo. Sí, la humildad va a ser un elemento importantísimo en el caso mexicano, ¿no? Claro, claro. Porque esa expresión chauvinista del humanismo como que se reduce a México y pareciera que es la panacea mundial, ¿no?
Y no, yo creo que el resultado del humanismo mexicano que plantean se reduce únicamente a lo político, ¿no? Y dejan de lado otras cosas mucho más, bueno, que también son muy importantes y que complementan y le dan espíritu a lo político, ¿no? Le dan espíritu, claro, es Le- la sustanciación de lo político, si no, no lo podrían sostener. Si Claro, pudieran diseñar un sistema de reformas que están basadas en el espíritu del humanismo, fracasarían en corto tiempo, porque no podrían preparar estructuras capaces de sostener ese sistema de reformas y de darle claro. fuerza. Bueno, Fíjate, esa es la disyuntiva que yo veo acá en México, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo puede durar esta difusión del humanismo mexicano si le falta el espíritu, ¿no? Y lo reducen como a una cosa totalmente externa, ¿no? Todavía hablando de derecha, de izquierda, pero ya se empieza a escuchar eso de ni izquierda ni derecha, son humanistas y la propuesta de nosotros es humanismo y antihumanismo, no hay más, ¿no? Y el lenguaje nuestro también debería irse modificando, en ir variando, ¿no? La izquierda y la derecha, que ya hicieron un gran aporte en la historia. Así que yo creo que habrá que darle para adelante con nuestras ideas ahí, incursionar ahí. Porque estamos recién empezando a notar que hay un efecto de penetración en el medio y eso es un aliciente muy grande, nos tiene que llenar de entusiasmo, porque estamos bien. Todos nuestros amigos van escribiendo distintas cosas y además tenemos el mecanismo de presencia como para ir publicando. Y nosotros vamos publicando cada vez con más sustancia. Si tú lo que acabas de decir ahora, por ejemplo, explica que es tan parcial que solamente cubre un fenómeno político, pero que si no tiene sustancia espiritual o ideológica profunda, no puede tener éxito y tú empiezas una serie de artículos, bastaría 3 o 4 artículos, como para todos los otros que están estudiando el fenómeno del humanismo, del renacimiento, no sé dónde, empiecen a golpear tu puerta. Es decir, oye, Víctor, tú has dicho unas cosas interesantes, ¿por qué no vienes a tal mesa redonda y charlamos de esto y de lo otro? Están en proceso. Entonces, lo que yo tiendo a ver es el proceso que empieza a apuntar en una dirección que nos favorece. Pero va a tener mucha vuelta y revuelta como los procesos. Claro.